Le matin est comme une porte fermée au milieu de la forêt. La plupart des gens passent devant sans s'arrêter, à moitié endormis, poussés par la hâte, trébuchant sur leurs propres pensées. Mais certains l'ouvrent, et pas n'importe qui le fait. Seuls ceux qui comprennent que ce qui se passe aux premières heures de la journée n'est pas une routine. C'est un rituel, c'est un combat. C'est un moment sacré où tu décides si tu domineras ton destin ou si tu te traîneras, un jour de plus, derrière ce que les autres veulent de toi. Celui qui conquiert ses matins n'a pas besoin de crier qu'il a le contrôle de sa vie. On le voit dans ses yeux, dans la façon dont il bouge, dans le calme avec lequel il répond au chaos. Parce qu'il ne commence pas la journée depuis son téléphone portable, ni depuis l'urgence, ni depuis le bruit. Il la commence de l'intérieur. D'un espace qui se construit avec du caractère, de la discipline, des décisions conscientes. Et c'est la clé. Il ne s'agit pas d'avoir du temps, il s'agit de décider ce que tu fais avec lui quand ton esprit n'est pas encore contaminé, quand le monde ne crie pas encore, quand tu peux encore t'écouter. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui cherchent des formules magiques, elle est pour ceux qui en ont marre de perdre leur énergie avant midi, pour ceux qui veulent de la clarté au lieu de la confusion et du pouvoir interne au lieu des excuses. Ici, nous parlerons de 10 habitudes réelles, quotidiennes, praticables. Tu n'as pas besoin d'une retraite spirituelle ni d'un gourou. Tu as besoin de présence, d'intention et d'action quotidienne. Nous allons parler clairement, parce que soit tu t'entraînes aux premières heures de la journée, soit tu passes le reste de la journée à réparer ce que tu n'as pas renforcé dès le début. Et ce que tu découvriras est simple mais percutant. Quand tu gagnes ton matin, tu gagnes ta vie. 1. Réveille-toi avant l'aube et connecte-toi avec la nature. L'aube est comme une lettre qui arrive tous les jours avec ton nom. Une invitation silencieuse que la plupart laissent sans ouvrir. Mais celui qui ose la lire découvre quelque chose que peu de gens connaissent. Que les premières heures de la journée ne sont pas simplement le début d'une routine, mais le moment le plus pur pour prendre le contrôle de ton esprit, ton énergie et ton destin. Se réveiller avant l'aube n'est pas une mode, ni une preuve d'ego. C'est un rituel de caractère. C'est un acte invisible qui démontre la force sans dire un mot. Alors que d'autres sont encore coincés au lit, se rendant au plaisir facile de quelques minutes de sommeil en plus, tu es déjà debout, marchant en silence, observant comment le ciel change de couleur, écoutant la nature qui commence à parler sans bruit. Cette connexion n'est pas seulement poétique. Elle est physiologique, émotionnelle, psychologique, parce que ton corps, comme la terre, a aussi des rythmes, et quand tu synchronises ton réveil avec le monde naturel, tu récupères quelque chose que tu avais perdu, la présence. Les stoïciens savaient que celui qui contrôle son début contrôle sa vie. Marc Aurèle l'a dit sans détour. À l'aube, pense, je me lève pour accomplir le travail d'un être humain. Et ce travail commence par toi. Pas par le monde extérieur. Il commence quand tu décides de vaincre l'inertie, quand tu dis non au confort immédiat, quand tu choisis le chemin le plus difficile, parce que tu sais que c'est là que se forge ton caractère. Ce n'est pas une punition, c'est un entraînement. Chaque fois que tu te lèves avant le soleil, tu polis ta volonté comme si c'était de l'acier, et cet acier, un jour, te soutient quand tout le reste chancelle. Marcher dans la nature à l'aube est quelque chose qui ne peut pas être complètement expliqué. C'est quelque chose que l'on ressent. C'est la façon dont le vent touche ton visage, la façon dont tes pas sonnent différemment, le silence qui t'entoure comme une étreinte ferme. Et au milieu de tout cela, ton esprit commence à respirer. Tes pensées se mettent en ordre. Ton corps se réveille vraiment. Tu n'as pas besoin d'une excuse pour le faire. Tu le fais parce que tu comprends que cette habitude n'est pas une obligation, c'est un privilège que peu de gens exploitent. Tu n'as pas besoin d'une montagne ou d'une forêt. Il suffit d'ouvrir la fenêtre, de sortir au parc, de regarder le ciel sans un écran interposé. L'important n'est pas le lieu, c'est l'intention. C'est de rompre avec la paresse qui te rend faible. C'est de déclarer que tu décides comment commence ta journée, pas les circonstances, pas les autres, pas la hâte. Dormir est nécessaire, mais rester endormi dans la vie est un choix.
Et se réveiller avant l'aube, c'est aussi se réveiller à ce que tu es capable de construire si tu te prends au sérieux. Cette habitude change ton énergie, change ton humeur, change la façon dont tu affrontes le reste de la journée. Non pas parce que tu as plus de temps, mais parce que ton état d'esprit est déjà entraîné avant que le monde n'ouvre même les yeux. Et cela te donne un avantage silencieux, mais puissant. Parce que pendant que les autres réagissent à peine, tu es déjà en mouvement, clair, fort, connecté. 2. Remercie dès que tu ouvres les yeux. Se réveiller sans remercier est comme entrer dans un temple les yeux bandés. Tu es là, mais tu ne vois rien. Tu commences la journée sans intention, sans direction, comme si tout ce que tu as était une obligation et non un cadeau. C'est pourquoi remercier dès que tu ouvres les yeux n'est pas une jolie habitude. C'est une façon d'entraîner l'esprit à voir clairement ce qui compte avant que le monde ne t'accable de demandes et de tâches en attente. Il n'est pas nécessaire d'avoir une vie parfaite pour remercier. Tu n'as pas non plus besoin que tout aille bien. Remercier n'est pas nier ce qui fait mal. C'est reconnaître que même au milieu de la tempête, tu respires encore. Tu peux encore te lever. Tu as encore une chance de plus. Cette conscience, aussi simple soit-elle, change l'énergie avec laquelle tu affrontes le reste de la journée. Car celui qui remercie dès son réveil commence par l'abondance, pas par le manque. Les stoïciens ne considéraient pas la gratitude comme une émotion faible. Au contraire, ils la considéraient comme une pratique de force intérieure. Sénèque disait que désirer ce que tu as déjà est l'une des plus grandes sources de paix. Car lorsque tu apprécies ce que tu as, tu ne vis plus en courant après ce qui manque. Tu prends le contrôle. Ton esprit se réorganise. Ton corps répond avec calme. Et la vie, même dans ces moments difficiles, devient plus supportable. Fais-le simplement. Dès que tu ouvres les yeux, pense à 3 choses pour lesquelles tu peux être reconnaissant. Il n'a pas besoin d'être quelque chose de grand. Ça peut être ta santé, ta respiration, une personne qui t'accompagne, l'opportunité d'essayer à nouveau. Ce qui compte n'est pas la taille de la raison, mais la sincérité avec laquelle tu la reconnais. Cette petite pause te recentre. Elle t'éloigne du bruit. Elle te connecte avec toi-même. Tu n'as pas besoin de le dire à voix haute, ni de l'écrire si tu ne le souhaites pas. Il suffit de le penser avec intention. Cette intention est celle qui transforme l'habitude en force, parce qu'il ne s'agit pas de répéter des phrases vides, mais d'utiliser la gratitude comme une ancre, comme un bouclier, comme un point de départ. Remercier dès que tu te réveilles ne va pas résoudre tes problèmes, mais cela va renforcer ton esprit pour les affronter. Choisis de commencer tes matinées par la reconnaissance, pas par la plainte, par l'humilité, pas par la précipitation. Car celui qui remercie ce qu'il a commence la journée avec un avantage. Et cet avantage, lorsqu'il est répété chaque matin, devient une mentalité qui te change la vie. 3. Respire profondément et active ta clarté mentale. L'esprit au réveil est comme un lac agité après une tempête. Si tu lances une pierre sans attendre qu'il se calme, tu ne feras que provoquer plus de confusion. C'est ainsi que fonctionne aussi ta pensée lorsque tu la remplis de bruit dès que tu ouvres les yeux. Mais si tu apprends à respirer profondément, à inhaler avec présence, tu fais bien plus que prendre de l'air. Tu redonnes à ton corps et à ton esprit leur centre. Tu crées de la clarté là où il n'y avait auparavant que de l'urgence. Beaucoup ouvrent les yeux et la première chose qu'ils font est de passer en mode réaction. Ils vérifient leur téléphone, pensent à ce qu'ils n'ont pas fait, à ce qu'ils doivent résoudre, à ce qui les préoccupe. Sans s'en rendre compte, ils ont déjà activé l'anxiété avant même de se lever. Et puis, ils se demandent pourquoi ils se sentent saturés avant le petit déjeuner. Le corps réagit à ce chaos invisible, le cœur s'accélère, la tension s'installe, tout cela parce qu'ils ne respirent pas consciemment. Respirer profondément n'est pas une technique à la mode. C'est une nécessité physiologique et un outil puissant de maîtrise personnelle. Les stoïciens savaient que l'esprit ne peut agir avec sagesse s'il est dominé par l'impulsion. Et il n'y a pas d'impulsion plus silencieuse que celle de la précipitation mentale. C'est pourquoi, avant de faire quoi que ce soit d'autre, arrête-toi.
Ferme les yeux. Inspire profondément. Sens l'air entrer et sortir. Fais-le pendant quelques secondes. Tu seras surpris par le pouvoir d'une chose aussi simple. Ce moment est ton point zéro, un espace propre d'où tu peux organiser tes pensées, d'où tu peux séparer l'urgent de l'important. La respiration profonde active le système nerveux parasympathique, responsable du calme, de la clarté, de l'attention pleine. Tu n'as pas besoin d'encens, ni d'une technique compliquée. Tu as juste besoin d'être là, présent, sans distraction. Respirer comme si tu rentrais chez toi. Fais-le chaque matin, avant de parler, avant de bouger. 3 respirations profondes. Rien de plus. Mais fais-les vraiment. Pas de manière automatique, mais avec intention. Chaque respiration est une façon de dire « Je suis ici, je suis en vie, je suis prêt à décider, pas à réagir ». Et cela change tout. Ne sous-estime pas le pouvoir de cette pratique. Parce que si tu entraînes ton esprit à commencer la journée depuis le calme, tu seras beaucoup plus préparé pour affronter ce qui vient. Ton focus s'améliore, ton énergie s'équilibre, ton attitude se renforce. Respire profondément et tu deviendras maître de toi-même dans les premières minutes de la journée, lorsque tu es encore en train de modeler la direction que tu prendras. Et si tu réussis à être maître de cet instant, tu as déjà gagné quelque chose que beaucoup ne parviennent pas à obtenir en une journée entière. 4. Hydrate ton corps avec de l'eau à jeun. Imagine te réveiller et que ton corps est comme une machine éteinte toute la nuit. Tu ne peux pas lui demander de précision ni de performance sans d'abord activer son système. Cette activation ne commence pas avec du café ni avec du sucre, mais avec l'essentiel, de l'eau. Parce que le corps humain, tout comme la terre, a besoin d'être arrosé avant de donner des fruits. Et si tu as passé des heures à dormir, tu as aussi passé des heures sans t'hydrater. Prétendre fonctionner à 100% sans eau, c'est comme vouloir démarrer une voiture sans carburant. Boire de l'eau à jeun n'est pas un conseil superficiel. C'est une pratique simple qui a des effets réels. Le cerveau est en grande partie composé d'eau. Quand il ne la reçoit pas à temps, il répond par un brouillard mental, un manque de concentration et de la fatigue. Et la plupart l'ignorent. Commence la journée dans la précipitation, cherchant de l'énergie dans des sources qui ne font que la dissimuler. Le café stimule, mais ne remplace pas l'hydratation. Les jus ont du goût, mais ne nettoient pas. Seule l'eau remplit cette fonction vitale. Nettoyer le système, activer les organes, réveiller les cellules. D'un point de vue stoïcien, prendre soin de son corps fait partie du devoir. Épictète le répétait, ce qui n'est pas soigné se perd. Et commencer la journée en buvant de l'eau n'est pas seulement une question de santé, c'est une question de respect de soi. C'est un acte d'ordre. Un geste silencieux de responsabilité. Tu n'attends pas d'avoir soif pour agir. Tu anticipes. Tu prends le contrôle dès la première minute. Et cette décision si simple crée une chaîne de conséquences positives, améliore la digestion, active le métabolisme, protège le système immunitaire et surtout te rappelle qu'avant de répondre au monde, tu dois répondre à tes propres besoins. Il ne s'agit pas de suivre une mode, il s'agit de se reconnecter à l'essentiel. 1 ou 2 tasses d'eau au réveil suffisent pour commencer ce processus. Fais-le en silence, sans écran, sans distraction. Transforme-le en un petit rituel de conscience. Pendant que tu bois, répète-toi intérieurement que tu nourris ton système, pas seulement que tu apaises ta soif. Cette intention transforme un acte commun en une pratique de présence. Beaucoup ignorent l'essentiel et se demandent ensuite pourquoi ils se sentent épuisés à midi. Mais la clarté, l'énergie et la discipline ne surgissent pas par accident. Elles se construisent avec des décisions petites mais cohérentes. S'hydrater au réveil en fait partie, parce que si tu commences la journée en donnant à ton corps ce dont il a besoin, le corps te le rend avec force, concentration et stabilité, et à la fin, ces petites décisions créent de grands changements. Boire de l'eau au réveil semble simple, mais c'est une façon silencieuse de commencer à gagner. De prendre soin de la racine avant de prétendre que l'arbre grandisse solide comme le chêne. 5.
Entoure-toi de personnes et de contenus qui t'apportent quelque chose. Ton esprit au réveil est comme un terrain fertile fraîchement préparé. Ce que tu sèmes là dans les premières heures va fleurir tout au long de la journée, pour le meilleur ou pour le pire. Et si dès le matin tu laisses entrer des voix négatives, des critiques vides ou des distractions sans sens, tu consacres ton attention à ce qui te soustrait plutôt qu'à ce qui te construit. Ce que tu consommes mentalement au début de la journée est aussi important que ce que tu manges, parce que tu nourris ton focus, ton humeur, ta vision du monde. Beaucoup de gens se réveillent et la première chose qu'ils font est d'ouvrir les réseaux sociaux. Ils voient des nouvelles tragiques, des comparaisons vides, des messages qui n'apportent rien, et ils ne se rendent même pas compte du mal qu'ils font. Ils pensent qu'ils s'informent ou qu'ils se divertissent, mais en réalité, ils entraînent leur esprit à se distraire, à réagir, à se sentir moins bien. Tout cela se passe avant qu'ils aient fait quelque chose pour eux-mêmes, et cette habitude les affaiblit. Elle les conditionne à commencer par le manque plutôt que par l'intention. La philosophie stoïcienne met en garde contre l'influence de l'environnement. Marc Aurèle disait que l'âme se teint de la couleur de ses pensées. Mais ces pensées ne surgissent pas seules. Elles naissent de ce que tu permets d'entrer dans ton esprit. C'est pourquoi, au réveil, tu dois être très sélectif. Si tu choisis de t'entourer de personnes qui t'élèvent, d'idées qui t'élargissent, de mots qui te poussent vers ce que tu veux construire, tu prépares ton système à fonctionner à son meilleur niveau. Il ne s'agit pas seulement d'éviter le négatif, mais de chercher activement ce qui te stimule. Tu peux écouter un audio court qui t'inspire, lire quelques lignes d'un livre précieux, te rappeler une conversation qui t'a laissé des enseignements, ou simplement observer comment quelqu'un dans ton entourage vit avec dignité et cohérence. Tout cela s'ajoute. Tout cela te connecte à ce qui vaut vraiment la peine. Et quand cela devient une habitude, tu commences à remarquer comment ta façon d'agir, de parler, de penser change. Les personnes sont aussi du contenu. Si dès ton réveil tu t'entoures de personnes qui ne font que se plaindre, critiquer ou drainer leur énergie, il est très probable que tu absorbes une partie de cela sans t'en rendre compte. En revanche, si tu choisis des conversations qui te poussent à grandir, des relations qui te respectent et des contenus qui t'enseignent, tu construis une armure silencieuse qui te protège pendant le reste de la journée. Choisis bien avec quoi et avec qui tu commences tes matinées. Parce que cette décision peut sembler petite, mais elle définit le ton avec lequel tu affrontes ta vie. Si ce qui t'entoure ne t'élève pas, ça te retient. Et si ça te retient, ça t'éloigne de ce que tu mérites vraiment de construire. 6. Consacre du temps à la réflexion en silence. L'esprit est comme une pièce pleine de miroirs. Si tu allumes toutes les lumières en même temps, tu ne vois rien clairement, seulement des reflets déformés. Mais si tu éteins le bruit, si tu permets qu'il y ait de l'obscurité pour un moment, alors tu commences à distinguer le vrai du superficiel. C'est ce que le silence du matin permet. Ce n'est pas le vide, c'est l'ordre. C'est l'opportunité de t'écouter sans filtre, de regarder ce que tu penses vraiment, ce que tu ressens, ce que tu portes. Dans un monde qui exige de la vitesse, prendre le temps de réfléchir peut sembler un luxe. Mais en réalité, c'est une nécessité. Parce que si tu ne prends pas le temps d'observer ton intérieur, tu finis par répéter des schémas que tu ne comprends pas, des décisions qui ne viennent pas de toi, des réactions que tu ne contrôles pas. Le silence du matin n'est pas de l'oisiveté, c'est une stratégie. C'est le moment où tu choisis si tu vas vivre la journée depuis ton centre ou depuis la confusion. Les stoïciens comprenaient le pouvoir de la réflexion quotidienne. Épictète enseignait que l'examen constant de soi-même fait partie du devoir, parce que personne ne peut améliorer ce qu'il ne reconnaît pas. Et cela n'est possible que lorsque tu crées un espace pour t'arrêter, sans distraction, sans opinions extérieures, juste toi avec toi-même. C'est là que commence le véritable contrôle. Pas le contrôle forcé, mais celui qui naît de la connaissance de soi. Tu peux t'asseoir quelques minutes, respirer calmement et te poser une seule question. Qu'est-ce que je ressens en ce moment ?
Ne cherche pas la réponse parfaite, cherche la réponse honnête. Ce simple geste change le cours de ta journée. Parce que ce qui n'est pas nommé domine, mais ce qui est observé se transforme. Et en le faisant chaque matin, tu t'entraînes à prendre des décisions plus conscientes, à agir avec intention et non par impulsion. Tu n'as pas besoin d'un lieu spécial ni d'une posture rigide. Il suffit d'éteindre le bruit, de ne pas toucher le téléphone, de rester quelques minutes en silence dès que tu te réveilles. Là, dans cette pause, quelque chose de puissant apparaît. La clarté. Et avec la clarté, tout pèse moins. Même les problèmes les plus lourds semblent différents quand tu les regardes depuis le calme. Consacrer du temps à la réflexion est comme aiguiser une épée avant de l'utiliser. Tu ne peux pas affronter la journée avec force si ton esprit est en désordre. Le silence est le terrain où la lucidité est cultivée. Et si tu le pratiques chaque matin, peu importe combien le monde est agité, tu resteras ferme avec une direction sans te perdre dans ce qui est étranger. Parce que celui qui s'écoute lui-même au début de la journée se renforce de l'intérieur pour tout ce qui vient après. 7. Apprends quelque chose de nouveau chaque matin. Ton esprit est comme un muscle invisible. Si tu ne l'exerces pas, il devient lent, faible, paresseux. Mais si tu le nourris de connaissances fraîches en commençant la journée, tu l'entraînes à être éveillé, actif, avide de croissance. Apprendre quelque chose de nouveau le matin n'est pas remplir ta tête de données sans sens. C'est te rappeler que tu es toujours en construction, que tu peux toujours t'améliorer, et que l'ignorance confortable est un piège qui te laisse coincé dans la version la plus limitée de toi-même. Beaucoup pensent qu'ils n'ont plus besoin d'apprendre parce qu'ils ont terminé l'école, ont un travail stable ou sont satisfaits de ce qu'ils savent. Mais cette idée est dangereuse, parce que celui qui cesse d'apprendre commence à s'éteindre sans s'en rendre compte. Il perd sa curiosité, sa flexibilité mentale, sa capacité d'adaptation. Et dans un monde qui change chaque jour, cela revient à rester en arrière. C'est pourquoi celui qui consacre les premières heures à nourrir son esprit crée un avantage silencieux mais puissant. Il ne s'agit pas de lire un livre entier chaque matin ni de mémoriser des informations. Il s'agit de prendre 5 ou 10 minutes pour absorber quelque chose de nouveau et de précieux. Cela peut être une idée qui te fait réfléchir, une brève leçon d'un texte sage, une histoire réelle qui t'inspire ou même un mot que tu n'avais jamais entendu. L'important est que ce que tu apprends ait une direction, qu'il te rapproche de la personne que tu veux être. Les stoïciens étaient obsédés par l'apprentissage quotidien. Sénèque écrivait qu'aucun jour ne devait passer sans avoir obtenu quelque chose d'utile, parce qu'il savait que l'esprit, tout comme le corps, a besoin d'un entraînement constant. Et en apprenant, l'attention, la mémoire, la capacité d'analyse sont renforcées. L'humeur s'améliore également, car l'apprentissage génère du progrès. Et le progrès, même minime, donne du sens, rend-le simple. Choisis un sujet qui t'intéresse, quelque chose qui te défie, quelque chose que tu peux appliquer ou partager. Ne lis pas seulement pour lire. Demande-toi comment cette idée s'insère dans ta vie, ce qui change dans ta façon de voir les choses après l'avoir reçue. Parce que le véritable apprentissage n'est pas d'accumuler, c'est de transformer. Consacrer chaque matin à l'apprentissage est un acte d'humilité. C'est reconnaître qu'il y a encore beaucoup à découvrir. Et c'est aussi un acte de pouvoir. Parce que celui qui sait plus décide mieux, parle mieux, agit avec plus de fermeté. Apprends quelque chose de nouveau chaque jour, et avec le temps, tu remarqueras que ton esprit ne réagit plus de la même manière, que ta conversation a plus de profondeur, que ta façon de penser devient plus libre. Et cela, sans faire de bruit, te sépare du reste. Parce que pendant que beaucoup répètent la même chose chaque jour, tu choisis de t'élargir, de te construire, de te surpasser. En silence, mais avec force. 8. Célèbre ta première victoire en te levant. Chaque matin est une ligne de départ, et dès que tu ouvres les yeux, tu es déjà sur la piste. Certains restent allongés, négociant avec la paresse. D'autres, en silence, font le premier pas et se lèvent. Cela peut sembler minime, mais ce ne l'est pas. C'est ta première bataille de la journée. Et comme toute bataille, elle a deux issues. Soit tu la gagnes,
soit tu te rends. Lorsque tu décides de te lever sans procrastiner, sans excuse, tu envoies un signal clair à ton esprit. Aujourd'hui, c'est moi qui commande. Cette première victoire n'est pas seulement physique, elle est mentale, émotionnelle et symbolique. C'est l'affirmation que tu ne seras pas l'esclave du confort, de l'indécision, ni du fameux 5 minutes de plus. Et ce n'est pas seulement se lever, c'est comment tu le fais. Si tu te traînes, si tu le fais avec ennui, si tu maudis le réveil, tu commences la journée en perdant de l'autorité sur toi-même. En revanche, si tu le fais avec détermination, même si cela te coûte, tu entraînes déjà ta discipline. Beaucoup sous-estiment ce moment. Ils ne lui accordent pas d'importance. Mais le début donne le ton pour le reste de la journée. Si ton premier acte a été de briser l'inertie, tu as déjà commencé à gagner. Et lorsque tu commences par une victoire, le reste de tes décisions s'alignent avec cette énergie. Il ne s'agit pas de grands accomplissements ou de rituels exagérés. Il s'agit de commencer par une action qui te rappelle qui tu es et qui tu choisis d'être. Les stoïciens parlaient de l'autodiscipline comme base de la liberté. Et il n'y a pas de meilleur entraînement à l'autodiscipline que de décider de ne pas céder à l'envie de rester immobile. Parce que cette décision, qui semble petite, est un message direct à ton subconscient. Chaque fois que tu choisis de te lever sans négocier, tu renforces ton identité de personne forte, déterminée, présente. Fais de ce moment une petite cérémonie. Ouvre les yeux, respire profondément et dis-toi que te lever est ta première promesse tenue, que ce simple acte est un symbole que tu es debout face à la vie et non endormi devant elle. N'attends pas que quelqu'un t'applaudisse, fais-le pour toi, parce que personne d'autre ne peut te donner ce sentiment de pouvoir intérieur que tu ressens lorsque tu sais que tu ne t'es pas trahi dès la première minute. Peu importe si la journée apporte des défis, tu l'as déjà commencé en gagnant. Et cela se voit dans la façon dont tu marches, dont tu penses, dont tu réponds. Commence avec force et le reste de la journée devra te respecter. Parce que celui qui se vainc lui-même dans la première heure devient difficile à battre par la suite. Alors, pense à tes décisions. 9. Visualisez en détail la vie que vous désirez. Chaque matin est comme une feuille blanche que la vie vous donne, et vous décidez si vous dessinez dessus avec intention ou laissez les autres griffonner ce qu'ils veulent. Visualiser la vie que vous désirez au début de la journée n'est pas un jeu mental, c'est une stratégie profonde. Votre esprit a besoin de direction, et si vous ne lui en donnez pas, la peur, la routine ou les voix extérieures le feront. Visualiser n'est pas rêver éveillé. C'est entraîner votre concentration à rester ferme, même lorsque l'environnement essaie de vous détourner. Le cerveau ne distingue pas clairement entre ce que vous imaginez intensément et ce que vous vivez réellement. C'est pourquoi, si chaque matin vous fermez les yeux et vous vous voyez agir avec discipline, affronter vos peurs, atteindre des objectifs, vivre avec un but, vous programmez votre système nerveux pour se diriger dans cette direction. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neuroscience et de la volonté combinée. Mais cela nécessite du détail. Il ne suffit pas de dire « je veux réussir ». Vous devez vous voir parler avec assurance, prendre des décisions difficiles, vous tenir avec intégrité lorsque personne ne vous applaudit. Les stoïciens ne parlaient pas de visualisation en termes modernes, mais ils pratiquaient quelque chose de très similaire, la préméditation. Marc Aurèle réfléchissait chaque matin à ce qui pourrait arriver et comment il devrait se comporter face à cela. Il visualisait non seulement ce qu'il voulait, mais aussi comment il devait agir face à l'inattendu. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de désirer, mais de se préparer mentalement à répondre avec force, avec tempérance, avec clarté. Prenez quelques minutes au réveil pour fermer les yeux et projeter votre journée. Visualisez comment vous voulez vous sentir, comment vous allez réagir face au conflit, quelle attitude vous allez garder même lorsque les choses ne se passent pas comme vous l'espérez. Si vous avez un objectif plus grand, visualisez-vous en train de le vivre, pas seulement de l'atteindre. Ce que vous faites, comment vous parlez, quelles décisions vous prenez. Plus vous le verrez clairement, plus le signal que vous envoyez à votre subconscient sera fort.
Vous n'avez pas besoin d'un endroit parfait ni de beaucoup de temps, juste de l'intention. Au début, il peut être difficile de se concentrer, mais si vous le faites tous les jours, cela devient un outil puissant. Vous commencez à mieux filtrer ce que vous acceptez dans votre vie. Vous prenez des décisions avec plus de fermeté. Vous vous éloignez de ce qui ne ressemble pas à ce que vous construisez. Parce que vous le voyez déjà, vous le ressentez déjà, vous le répétez déjà à l'intérieur. Visualiser en détail la vie que vous désirez n'est pas une fantaisie. C'est un acte silencieux de pouvoir personnel. C'est décider que vous n'allez pas vivre en réagissant, mais en créant. Que vous n'allez pas continuer à avancer à l'aveuglette, mais avec une vision. Et cette vision, répétée chaque matin, devient un guide qui vous maintient ferme, même lorsque tout autour de vous essaie de vous dérouter. 10. Prends des douches froides pour renforcer ton caractère. Entrer dans une douche froide le matin, c'est comme regarder ton inconfort en face et lui dire « Je n'ai pas peur de toi ». C'est l'un des rares moments de la journée où tu as l'occasion de te défier sans mots, sans excuses, sans théâtre. Juste toi, ton corps et ton esprit face à quelque chose que tu n'aimes pas, mais que tu choisis d'affronter. Parce que la douche froide n'est pas une question d'hygiène, c'est une question de caractère. C'est une pratique silencieuse qui te rappelle que tu peux faire des choses difficiles même si tu n'en as pas envie. La plupart des gens commencent la journée en cherchant le confort. Ils veulent ce qui est tiède, facile, doux. Mais ce qui commence confortablement finit rarement fort. Les douches froides ne te donnent pas du plaisir, elles te donnent du pouvoir. Parce qu'elles t'apprennent à respirer au milieu de la tension, à rester présent quand tout en toi veut prendre la fuite. Et cette compétence ne reste pas seulement dans la salle de bain. Elle se transfère à tes décisions, à tes conversations, à ta façon de vivre. Épictète parlait de s'exposer volontairement à ce que nous craignons pour réduire son pouvoir sur nous. Et une douche froide, bien que simple, représente cela. C'est une façon de former la volonté, de te prouver que tu peux agir avec discipline, même quand le confort t'appelle. Ce n'est pas une punition, c'est une façon d'affiner ton tempérament, de te préparer pour les moments inattendus de la journée où tu auras aussi besoin de garder ton calme et d'agir fermement. L'impact physique est réel. Il active la circulation, réveille le système immunitaire, oxygène le corps, améliore la concentration. Mais l'impact mental est encore plus puissant. Parce que tu ne réagis pas à la journée, tu la confrontes dès la première minute. Et cette confrontation crée un changement subtil mais profond. Tu ne fuis plus l'inconfort, tu le traverses. Tu n'as pas besoin de rester longtemps sous l'eau froide. 30 secondes à la fin de ta douche ou 1 ou 2 minutes si tu commences dès le début suffisent. Mais l'important n'est pas le temps, c'est l'intention avec laquelle tu le fais. Ne le fais pas par obligation, fais-le comme un acte de construction interne. Chaque fois que tu choisis d'entrer, tu renforces ton identité de personne qui fait ce qu'elle doit faire, même si elle n'aime pas ça. Cette répétition quotidienne te durcit de l'intérieur, mais ne te rend pas insensible. Elle te rend stable. Elle te rappelle que tu peux être inconfortable sans perdre le contrôle, que tu peux trembler et rester ferme malgré tout. Et dans un monde où beaucoup n'agissent que s'ils se sentent motivés, tu seras devenu quelqu'un qui agit par décision. Et cela te place au-dessus de la majorité, parce que tu n'es plus arrêté par le froid, ni par la peur, ni par le doute. Tu es mu par ton caractère. C'est pourquoi chaque fois que tu ouvres le robinet et que tu ressens ce premier choc de froid, souviens-toi, tu n'es pas là pour ressentir du plaisir, tu es là pour entraîner ton esprit. Tu es là pour commencer la journée avec une victoire sur toi-même. Parce que si tu réussis à maîtriser ce moment d'inconfort sans reculer, tu seras beaucoup plus préparé à affronter n'importe quel défi qui se présente par la suite. La douche froide n'est pas la fin du rituel, c'est le saut qui marque comment tu choisis de vivre, avec courage, détermination, maîtrise de soi et beaucoup d'énergie. S'habiller chaque matin est comme aiguiser une épée avant de sortir sur le terrain. Peu importe s'il y aura bataille ou non, le guerrier qui néglige son arme s'expose au chaos. Ton image est cette épée silencieuse. Elle ne crie pas, elle ne demande pas la permission, mais elle parle pour toi avant que tu n'ouvres la bouche.
Et la question est, veux-tu que ta présence dise ordre et respect ou négligence et abandon? Se préparer n'est pas un jeu d'apparence. C'est un rappel quotidien que ta vie mérite une structure. La paresse murmure que peu importe comment tu sors, que personne ne le remarquera, que cela n'a pas d'importance. Mais chaque fois que tu cèdes, tu entraînes ton esprit à se contenter de moins, à abandonner sans combattre. Et celui qui abandonne dans les petites choses s'affaiblit également dans les grandes. Le miroir ne devrait pas être ton juge, il devrait être ton terrain d'entraînement. Devant lui, tu ne fais pas que ranger tes vêtements ou tes cheveux, tu ranges ton caractère. Cette routine que beaucoup appellent banale est en réalité un rituel de discipline et de respect de soi. Il ne s'agit pas de plaire aux autres, il s'agit de te montrer à toi-même que tu as le contrôle, que tu ne te laisses pas aller au désordre. Parce que dis-moi, comment espères-tu diriger ta vie si tu ne peux même pas diriger ton reflet? La négligence est contagieuse. Elle commence par les vêtements froissés, s'étend au désordre de la chambre et finit par gouverner ta mentalité. En revanche, la discipline est aussi contagieuse. Un petit acte de soin extérieur éveille une force intérieure, te rappelle que tu es digne et que ta présence a du poids. Cette vidéo n'est pas sur la mode ou la vanité, elle est sur le caractère, sur la dignité de celui qui, même si personne ne le regarde, décide de se présenter avec respect chaque jour. Parce que dans un monde où la majorité se contente du minimum, se préparer est une rébellion, c'est du leadership, c'est déclarer que ta vie a de la valeur. Et tout au long de ces leçons, tu découvriras comment ce geste si simple peut se transformer en une de tes plus grandes armes de discipline et de pouvoir personnel. 1. Ton image est ta première déclaration de discipline. Un soldat qui entre sur le terrain sans uniforme n'inspire pas le respect, ni de ses alliés, ni de ses ennemis. Sa seule présence crie le désordre, l'improvisation, la vulnérabilité. Maintenant, transpose cela à ta vie quotidienne. Chaque fois que tu sors sans te soucier de toi, sans te préparer, sans montrer d'intention dans ta présence, tu envoies un message au monde et à toi-même que tu n'as pas le contrôle. Ton image est l'uniforme avec lequel tu déclares la discipline. C'est le premier signe que tu es prêt à affronter ce qui vient. Il ne s'agit pas de vêtements chers ou de mode passagère, il s'agit de la cohérence entre ce que tu dis que tu es et ce que le monde perçoit quand tu apparais. Beaucoup pensent que la discipline est quelque chose réservé seulement pour de grands objectifs, des entraînements extrêmes ou des projets ambitieux, mais la réalité est que la discipline commence par les petites choses. Te préparer chaque matin est l'une des pratiques les plus simples et en même temps les plus puissantes, parce que tu le fais avec toi-même, sans applaudissements ni public. C'est cet entraînement silencieux qui façonne ta mentalité bien plus que tu ne l'imagines. Ton reflet devient un rappel que tu te prends au sérieux, que tu respectes ta vie assez pour commencer la journée avec dignité. La paresse essaiera toujours de te convaincre que cela n'en vaut pas la peine, que seul l'interne est important, que personne ne te remarquera. C'est le piège le plus courant. Sous-estimer la force de l'image comme un acte d'autocontrôle. Lorsque tu cèdes à cette voie, tu renforces une mentalité d'abandon, permettant à la négligence de gouverner tes décisions. L'extérieur dialogue toujours avec l'intérieur, et si ton apparence communique le désordre, ton esprit finit aussi par habiter ce chaos. Il est impossible de séparer les deux parce que le corps et l'esprit s'entraînent ensemble. L'un renforce l'autre. Se préparer chaque jour est un message silencieux qui dit « Je me respecte assez pour ne pas me présenter de n'importe quelle manière ». Peu importe si tu as une réunion importante ou si tu ne sors qu'au coin de la rue, ce qui compte, c'est que tu sais que tu as respecté cet acte de discipline. Cette constance quotidienne renforce ton identité, élève tes standards et te rappelle que tu peux toujours décider comment affronter la journée. Qu'est-ce qui est le plus fort? Une journée qui commence par l'abandon ou une journée qui commence par l'ordre? Le résultat n'est pas dans les vêtements eux-mêmes, mais dans le caractère que tu forges chaque fois que tu choisis de prendre soin de toi. Ta présence est ta carte de visite pour le monde et aussi pour toi-même. Quand tu te vois avec dignité,
tu agis avec dignité. Quand tu te perçois négligé, tu finis par agir avec cette même énergie. Il ne s'agit pas de chercher une validation externe, mais de semer en toi la certitude que tu ne te contentes pas du minimum. La discipline n'est pas confortable ni facile, mais elle construit un respect de soi que personne ne peut te retirer. Et quand tu portes ce respect dans ton regard, dans ta posture et dans ta préparation, les portes s'ouvrent parce que le monde répond à ce que tu projettes. Ton image est ta déclaration de discipline, c'est le langage silencieux avec lequel tu dis au monde « Je suis prêt, je suis présent, je ne me rends pas à l'abandon ». Fais de cette habitude un rituel inébranlable et tu remarqueras comment même le plus simple devient une source quotidienne de pouvoir personnel. 2. Prends soin des détails, même si personne ne te regarde. Les grandes défaites ne commencent pas dans des batailles visibles. Elles commencent dans de petits silences, dans des négligences qui semblent inoffensives et que personne ne remarque. C'est ce qui se passe avec ton image. Le bouton déboutonné, les vêtements froissés, les cheveux laissés au hasard. Ce ne sont pas seulement des détails externes, ce sont des fissures internes qui affaiblissent peu à peu ta discipline. Lorsque tu te permets de sortir dans le monde sans prêter attention à ces aspects, le message que tu te donnes à toi-même est clair, que le minimum n'a pas d'importance. Mais le minimum compte toujours, car les détails construisent ou détruisent ton caractère. Le véritable test de discipline se produit lorsqu'il n'y a pas de spectateur. Prendre soin de ton apparence en solitude, sans le regard des autres, est un acte de pouvoir interne. Celui qui ne se prépare que pour impressionner dépend de la validation externe. En revanche, celui qui maintient de l'ordre dans son apparence même en privé démontre que son respect de soi ne dépend de personne, que son standard vient de l'intérieur. Le monde insistera pour te convaincre que l'extérieur n'a pas de valeur, que l'important est uniquement à l'intérieur de toi. Mais c'est une excuse déguisée en sagesse. L'extérieur et l'intérieur sont connectés comme les deux faces d'une même pièce. Si tes vêtements reflètent l'abandon, tôt ou tard, ton esprit adoptera la même attitude. Le détail négligé n'est pas innocent. C'est le début du désordre qui se propage. Le détail soigné, en revanche, est la graine de la constance. Chaque geste d'attention envers ce qui semble insignifiant est une déclaration silencieuse que tu n'acceptes pas la médiocrité. Tu n'as pas besoin que quelqu'un le remarque. Il suffit que tu le fasses parce que tu le sais. Il ne s'agit pas d'être obsédé par la perfection, mais de maintenir le respect à chaque étape. La façon dont tu ranges tes vêtements, le soin avec lequel tu choisis tes chaussures, la manière dont tu maintiens ton hygiène personnelle sont de petites batailles gagnées contre la paresse. Et ces victoires silencieuses renforcent ton identité bien plus que n'importe quel succès bruyant. Pense à ce qui se passe lorsqu'un artisan travaille son œuvre. Personne ne voit les heures qu'il consacre à polir les bords invisibles, mais ces détails définissent la qualité finale. De même, chaque soin personnel que tu fais sans que personne ne le voie est un polissage de ton caractère. C'est la différence entre quelqu'un qui se brise lorsque le chaos le touche et quelqu'un qui résiste fermement parce qu'il s'est entraîné dans l'invisible. De plus, prendre soin du micro prépare pour le macro. Si aujourd'hui tu es capable de prendre 5 minutes pour ordonner ton apparence, demain tu auras le muscle mental pour soutenir une conversation difficile, pour arriver à l'heure, pour tenir une promesse. L'esprit apprend par répétition et s'habitue à ce que tu honores. Honore l'ordre, et l'ordre te rendra la clarté. Fais-le simple et constant. Définis un petit rituel qui ne dépend pas de l'humeur. Hygiène consciente, vêtements propres et adaptés au contexte, chaussures en bon état, cheveux coiffés, posture qui transmet la présence. Il ne nécessite pas de luxe, il exige de l'intention. Lorsque tu le transformes en routine, tu réduis la friction décisionnelle et libères de l'énergie pour ce qui compte vraiment. Si personne ne te voit, c'est encore mieux. C'est là que tu forges le caractère qui soutiendra ensuite tes actes publics. Cette cohérence intime crée le respect de soi et, avec le temps, une autorité silencieuse.
Au final, prendre soin des détails quand il n'y a pas de public, c'est choisir ton standard au-dessus du confort. 3. Le miroir doit te rappeler ta valeur, pas tes échecs. Le miroir est comme un juge silencieux, il ne ment jamais et renvoie toujours ce que tu mets devant lui. Il peut être ton meilleur allié ou ton ennemi le plus cruel. Beaucoup l'utilisent pour chercher des défauts, pour pointer chaque ride, chaque marque, chaque imperfection, comme s'il s'agissait d'un tribunal impitoyable. Mais le miroir n'est pas là pour te couler. Il est là pour te rappeler que tu es toujours présent, que tu as l'opportunité de réaffirmer ta valeur chaque matin. La différence réside dans la façon dont tu choisis de le regarder, avec dignité ou avec mépris envers toi-même. Quand tu te tiens devant le reflet et que tu choisis de te préparer avec intention, tu ne corriges pas les imperfections, tu envoies un message interne de respect. Le miroir ne devrait pas devenir une machine à reproches, mais une scène de discipline. Chaque fois que tu ajustes tes vêtements, que tu peignes tes cheveux ou que tu nettoies ton visage, tu apprends à ton esprit que tu es quelqu'un qui prend soin de lui, qui ne s'abandonne pas et qui sait ce qu'il vaut. Cette répétition quotidienne renforce l'estime de soi plus que n'importe quel discours motivant, car tu la pratiques en action. L'erreur courante est de laisser le reflet devenir un châtiment. La société se charge déjà de te rappeler tes prétendus échecs. Tu n'es pas assez grand, tu n'es pas si jeune, tu n'as pas le physique parfait. Si en plus tu permets à ton propre miroir de te parler sur ce même ton, tu finiras par renforcer une narration de défaite. C'est pourquoi se préparer n'est pas de la vanité, c'est de la résistance. C'est utiliser le miroir comme un terrain d'entraînement où tu choisis de voir ta valeur avant tes échecs. Le miroir reflète ce que tu es, mais surtout, il reflète ce que tu choisis de projeter. Si chaque matin tu te regardes et tu vois de l'abandon, du désordre ou de la paresse, cette image s'incruste dans ton esprit et guide tes décisions sans que tu t'en rendes compte. En revanche, si tu te présentes avec dignité, même dans les petites choses, tu commences à associer ton image à la force, au respect et au contrôle. Et ce que tu associes fréquemment devient une identité. C'est là la véritable force de cette habitude. Entraîner l'esprit à se reconnaître comme quelqu'un digne de respect. Il ne s'agit pas de te tromper ni de déguiser une version fausse de toi. Il s'agit d'accepter ce que tu es et, à partir de là, de te rappeler que tu mérites de te présenter avec valeur. Personne n'a besoin d'un corps parfait ni d'un visage sans marque. Ce dont on a besoin, c'est d'un standard de dignité qui ne se brise pas face au regard extérieur. Et ce standard se construit dans l'intimité du miroir, lorsque tu choisis de prendre soin de ce que tu vois. Chaque détail compte parce que le reflet, ce n'est pas seulement toi qui le vois. Cette image est celle que tu projettes ensuite lorsque tu sors dans le monde. La posture droite, le regard ferme, les vêtements ordonnés ne sont pas des accessoires. Ce sont des déclarations silencieuses que tu sais qui tu es. Quand tu prends soin de ton reflet, tu prends aussi soin de la façon dont tu affrontes les autres. Parce que personne ne peut te traiter avec respect si tu ne te le montres pas d'abord. Fais du miroir un autel de discipline, pas une salle de jugement. Chaque matin, regarde-le comme une opportunité de réaffirmer que ta valeur ne dépend pas des défauts ni des comparaisons, mais de la dignité avec laquelle tu choisis de te présenter. Sème ce respect dans ton reflet, et tu remarqueras comment le monde commence à répondre à ta présence de manière différente. Le miroir n'est pas là pour te rappeler ce qui manque, il est là pour te rappeler ce que tu as déjà et ce que tu peux construire si tu décides de ne pas t'abandonner. Fais-en ton allié, et chaque jour tu commenceras avec la certitude que ta valeur est plus grande que n'importe quel échec. 4. Chaque jour est une raison suffisante pour te présenter avec dignité. Attendre un événement important pour te préparer est comme garder ton épée pour la guerre et l'oublier pendant les jours de paix. Tu finis par rouiller, faible, sans pratique. La dignité ne se construit pas dans les moments extraordinaires, mais dans le quotidien.
Chaque matin, même si tu n'as pas de réunion, même si personne ne t'attend, même si tu ne sors pas, reste un nouveau terrain d'entraînement pour montrer qui tu es et comment tu choisis de vivre. Si tu es présent, si tu as du souffle, alors tu as une raison valable de te tenir avec respect, de soigner ton image et de déclarer, sans mots, que ta vie compte vraiment. Celui qui ne prend soin de lui que lorsqu'il y a une occasion visible révèle que son respect de soi est conditionnel. Mais celui qui décide de se préparer même dans l'apparente monotonie montre qu'il a compris quelque chose de profond, que ta valeur n'a pas besoin d'excuses. Chaque jour mérite de l'attention. Et chaque moment où tu choisis de ne pas te laisser emporter par la paresse ou le désordre est un investissement direct dans ton estime de toi. Parce que lorsque tu ne te reconnais pas digne de respect quotidien, tu ne peux pas exiger que les autres le fassent. La plupart attendent l'anniversaire, l'entretien d'embauche, le rendez-vous, la photo importante. Ce n'est qu'alors qu'ils se préparent, prennent soin d'eux, se présentent avec effort. Mais si tu ne te donnes de la valeur qu'à des dates spéciales, tu te refuses tous les autres jours. Alors, qu'est-ce que tu dis à ton esprit? Qu'il y a des jours où il ne vaut pas la peine de prendre soin de toi, qu'il y a des matins qui ne méritent pas de respect, qu'il y a des versions de toi qui peuvent être oubliées. Cela mine la constance, affaiblit l'identité, t'habitue à exister avec le sentiment que seuls certains moments justifient l'effort. La dignité ne signifie pas une apparence coûteuse ou une tenue parfaite. Cela signifie ordre, intention, propreté, cohérence. Un t-shirt bien porté transmet plus de présence qu'un costume cher mal porté. Ce qui compte, ce n'est pas la marque, c'est l'attitude avec laquelle tu décides de sortir dans le monde. Et quand tu le fais depuis un lieu de respect pour toi-même, même si personne ne te regarde, même si tu n'as pas de public, même si c'est un jour de plus dans le calendrier, tu affirmes que tu as une norme personnelle inébranlable. Chaque fois que tu choisis de ne pas te présenter avec soin, tu renforces un récit d'abandon. Tu ne le remarques peut-être pas, tu penses peut-être que c'est sans importance, mais ton inconscient enregistre ce message. Et puis, il le réplique dans ta façon de parler, dans ta posture, dans ta façon de te comporter. L'extérieur éduque l'intérieur, tout comme l'intérieur se reflète à l'extérieur. C'est pourquoi, lorsque tu te prépares même sans raison apparente, tu entraînes ton esprit à maintenir l'ordre et la clarté. Qui es-tu quand il n'y a pas de public? Comment te comportes-tu quand il n'y a personne pour t'applaudir ou te juger? C'est là que se mesure ta norme. Si tu peux prendre soin de toi-même dans les choses simples, invisibles, alors tu forges un caractère fort. Tu n'as pas besoin de témoins, tu as besoin d'engagement. Parce que chaque jour qui commence est une nouvelle page qui mérite d'être écrite avec présence, pas avec abandon. Fais de ton reflet un symbole de respect. Que ta façon de t'habiller ne soit pas un déguisement pour des moments importants, mais une extension quotidienne de ta façon de penser. Si tu te présentes avec dignité même dans les petites choses, tu remarqueras comment tout dans ta vie commence à répondre avec plus d'ordre, de clarté et d'opportunité. N'attends pas une raison spéciale. Aujourd'hui est déjà suffisant. Aujourd'hui tu es suffisant, et cela suffit pour te présenter comme si ta vie avait un but plus grand que ce que tu espères. 5. L'ordre extérieur renforce ton intérieur. Une maison désordonnée ne s'est pas construite dans le chaos, elle a été laissée tomber dedans. Personne ne vit parmi les ruines du jour au lendemain. La détérioration commence lorsque tu laisses une chaise hors de sa place, lorsque tu oublies de ramasser un vêtement, lorsque tu t'habitues à marcher entre des objets déplacés en pensant que cela n'a plus d'importance. Et ainsi, sans t'en rendre compte, l'extérieur devient un reflet parfait de l'état de ton esprit. Si tu es entouré de désordre, ta pensée devient plus lente, ton humeur plus lourde, ta clarté plus fragile. Il en va de même pour ton image personnelle. Si tu t'habitues à t'habiller négligemment, avec la première chose que tu trouves, avec des vêtements froissés ou sales, ce chaos ne reste pas à l'extérieur, il entre en toi. Te préparer chaque jour n'est pas seulement une décision esthétique, c'est une déclaration de structure.
Lorsque tu choisis d'ordonner ce qui est visible, tu organises aussi ce qui ne l'est pas. C'est une façon de dire à ton esprit « Je suis présent, je suis éveillé, je suis capable de commencer avec une direction ». Tu n'as pas besoin d'avoir une vie parfaite ou sans problème pour te présenter avec ordre. C'est précisément au milieu du chaos que ce geste compte le plus. Parce que si tout autour de toi bouge, mais que tu peux garder le contrôle sur quelque chose d'aussi simple que ta tenue, tu es déjà en train de gagner. Beaucoup sous-estiment l'impact de l'environnement et de l'image sur la santé mentale. Mais tout ce que tu regardes te parle. Tes vêtements parlent, ton espace parle, ton reflet parle. Si chaque matin ce que tu vois est une figure éteinte, désordonnée, sans intention ni présence, ton esprit commence à assumer qu'il n'a pas de sens à exiger plus. C'est une façon silencieuse de te saboter, d'anesthésier ta discipline. En revanche, si chaque jour tu vois dans le miroir une image soignée, cohérente et digne, quelque chose change en toi. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'entraînement psychologique. Le désordre extérieur génère du bruit intérieur. Et même si tu ne le remarques pas au début, ce bruit te rend plus réactif, plus distrait, moins concentré. L'esprit se nourrit de signaux. Si tout ce qui l'entoure est le chaos, il apprend aussi à fonctionner dans cet état. Mais s'il trouve de l'ordre, s'il voit qu'il y a de l'intention dans ta façon de t'habiller, de te préparer, de te montrer au monde, alors il répond avec plus de clarté, plus d'énergie, une meilleure concentration. C'est pourquoi il n'est pas banal de choisir avec soin ce que tu portes, comment tu te présentes, comment tu tiens ta posture. C'est une façon de créer une stabilité mentale au milieu du désordre du monde. T'habiller avec ordre, c'est dire « Je ne me laisse pas entraîner ». Même si ma journée est remplie de tâches, même si émotionnellement je ne me sens pas à 100%, même s'il y a des problèmes qui ne se voient pas, je continue à choisir de me présenter avec respect. Parce que lorsque l'extérieur est stable, tu peux aussi maintenir l'intérieur, et cela, à long terme, crée du caractère. L'ordre physique est une base solide sur laquelle peut croître la discipline émotionnelle. Ce n'est pas un hasard si lorsque tu nettoies ton espace, tu te sens mieux. Ce n'est pas une coïncidence si lorsque tu choisis une tenue qui te représente et que tu la portes avec intention, ton attitude change. La connexion est directe. La discipline visuelle ordonne le chaos intérieur. Elle te rappelle que tu n'es pas perdu, que tu peux choisir, que tu as le contrôle. Pas sur tout, mais oui sur ce que tu fais avec toi-même chaque matin. Fais de l'ordre extérieur ton ancre. Utilise ton arrangement quotidien comme le premier pas pour renforcer ta mentalité. Si tu commences bien avec toi-même, tu deviens plus résistant à ce qui vient de l'extérieur. Et lorsque le chaos arrivera, car il arrivera, il te trouvera préparé, non négligé. 6. La constance dans les soins vainc le chaos. La discipline n'arrive pas comme un éclair, elle arrive comme une goutte, silencieuse, répétitive, persistante. Une goutte qui tombe chaque jour au même endroit jusqu'à ce qu'un jour, sans préavis, elle brise la pierre. C'est ainsi que fonctionne la constance. Elle ne change pas votre vie d'un coup, mais elle la transforme avec le temps. Et quand nous parlons de soins personnels, cette constance est l'une des armes les plus sous-estimées et puissantes qui existent. Se préparer chaque matin n'est pas une question d'humeur, d'envie ou de s'il y a quelque chose d'important à faire. C'est une pratique de fermeté mentale. Une façon de vous rappeler que vous avez le contrôle, même les jours où tout le reste semble être hors de place. Le chaos, en revanche, est astucieux. Il n'entre pas d'un coup. Il s'infiltre les jours où vous décidez que ce n'est pas la peine de vous préparer parce que vous n'allez voir personne. Il se glisse quand vous répétez que ça ne fait rien de sortir avec le t-shirt froissé ou de laisser vos cheveux en désordre parce que c'est juste pour aujourd'hui. Mais ce juste pour aujourd'hui devient une routine. Et quand vous le répétez sans vous en rendre compte, ce n'est plus une négligence momentanée, c'est une façon de vivre, une façon de baisser les bras et de laisser le désordre gagner du terrain. C'est pourquoi, lorsque vous insistez pour prendre soin de vous-même les jours sans motivation, vous entraînez une partie de vous
qui ne se rend pas facilement. Vous vous renforcez en silence, parce que ce qui est important n'est pas le résultat visible immédiat, mais l'identité que vous forgez à chaque répétition. Lorsque vous décidez de vous préparer même sans envie, vous agissez comme quelqu'un qui honore sa parole, comme quelqu'un qui n'a pas besoin d'une récompense pour faire ce qu'il sait être juste. Et cette habitude de constance, tôt ou tard, commence à se filtrer dans d'autres domaines de votre vie. Ce qui au début semblait un geste superficiel devient un reflet de votre force. Vous procrastinez moins. Vous prenez de meilleures décisions. Vous vous présentez avec plus de clarté aux autres, parce que l'ordre extérieur et répété avec discipline finit par renforcer votre noyau. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un système. C'est un signe clair que vous ne vivez pas au hasard, mais avec intention. Dans un monde où tout change rapidement, où tout fatigue, où tout semble éphémère, la constance est un acte de rébellion. Et prendre soin de vous chaque jour, peu importe comment vous vous sentez, est une façon de déclarer que vous ne vivez pas emporté par le chaos, que vous choisissez, que vous soutenez, que vous décidez quel genre de personne vous voulez être, même quand personne ne le voit. L'ordre ne se construit pas de manière intense, mais constante. Ce que vous répétez vous construit. Et si chaque jour vous faites des soins personnels une discipline, cette pratique façonne votre caractère sans que vous vous en rendiez compte. Vous ne le faites pas pour que les autres vous apprécient, vous le faites parce que vous avez déjà décidé de vous apprécier. Et cela, en temps d'abandon généralisé, est du pur pouvoir. Faites le même si vous n'en avez pas envie. Faites le même si la journée semble plate. Faites le même s'il n'y a pas de raisons apparentes, parce que la vraie raison, c'est vous. Et lorsque vous faites de cet acte une partie de votre identité, le chaos perd de sa force. La paresse recule, l'inertie se brise, et vous devenez plus fort que vos excuses. C'est la vraie victoire quotidienne. 7. Ton style peut aussi refléter ta foi et ton but. Il y a des gens qui portent leur histoire écrite sur la peau, d'autres la cachent dans leur regard. Mais il y a aussi ceux qui communiquent leur foi, leur but et leurs valeurs, sans dire un seul mot, simplement par leur façon d'être présent. Le style n'est pas seulement une combinaison de vêtements ou un choix esthétique. C'est une extension silencieuse de tes croyances. Un langage non verbal qui montre au monde si tu vis avec intention ou si tu improvises simplement. Ton style peut être un outil pour te rappeler ce que tu représentes et où tu veux aller. Il ne s'agit pas d'imposer une image religieuse ni de rentrer dans des moules, mais de comprendre que ta tenue peut aussi être une forme de cohérence spirituelle. Si ce que tu fais chaque jour est guidé par une vision claire, par une foi profonde ou par des valeurs fermes, cela doit aussi se ressentir dans la façon dont tu choisis de te présenter. Le négligé ne communique pas l'humilité, il communique la déconnexion. Une personne qui est connectée à son but se remarque, dans sa façon de parler, dans sa posture, et oui, aussi dans sa façon de s'habiller. Souvent, le chaos intérieur se camoufle derrière l'excuse que l'extérieur n'a pas d'importance. Mais si tu t'engages à grandir, à servir, à diriger ou simplement à vivre en paix, tu ne peux pas permettre que ton extérieur dise le contraire. Il n'y a pas de message plus confus que quelqu'un qui dit avoir de la clarté, mais dont l'image communique l'oubli. Ou qui parle de discipline, mais se présente comme s'il avait abandonné. Quand tu choisis un style qui reflète ce que tu penses, ce que tu crois et ce dont tu rêves, tu n'es pas superficiel. Tu construis une identité visuelle. Tu prends le contrôle de ton récit. Tu n'as pas besoin de porter un uniforme, mais tu as besoin de cohérence. Si tu dis que tu marches vers un but, alors habille-toi comme quelqu'un qui est déjà en route. Si tu as foi en quelque chose de supérieur, montre-le avec dignité. Si ton but est de servir, d'aider ou de diriger, laisse ta présence parler pour toi avant d'ouvrir la bouche. Les gens ne te connaissent pas d'abord de l'intérieur. Ils t'observent, te lisent, te mesurent, même sans le vouloir. Et bien que cela ne définisse pas ta valeur, cela conditionne le type d'énergie que tu projettes. Ton style peut être une déclaration silencieuse de fermeté, ou il peut être un signe d'abandon.
Et même si personne ne le dit à haute voix, tout le monde le perçoit. Tu le fais aussi avec les autres. La différence est de savoir si tu décides de le faire intentionnellement ou si tu le laisses au hasard. Tu n'as pas besoin de dépenser de l'argent ni de suivre les modes. Tu dois choisir avec conscience. Choisis des couleurs qui te représentent, des vêtements qui te permettent de bouger librement, mais qui te font aussi te sentir présent. Utilise ce qui, en te regardant, te rappelle ton chemin, ta vision, ta direction. Transforme l'acte de te préparer en un moment de connexion avec ton but, non pas comme une obligation, mais comme une affirmation. Ne sous-estime pas le pouvoir d'un style qui naît de l'âme, un style qui ne rivalise pas, ne crie pas, n'impressionne pas, mais qui reste ferme parce qu'il est aligné avec une intention claire. Fais de ta présence une extension de ta conviction. Que celui qui te voit ne sache pas tout de toi, mais devine que tu n'es pas perdu. Qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui dirige ce qui se voit à l'extérieur. C'est la cohérence. Et cette cohérence, lorsqu'elle est cultivée chaque jour, laisse une trace. 8. Ta présence enseigne aux autres comment ils doivent te traiter. Le silence avec lequel un lion marche suffit pour que tous comprennent qu'il ne cherche pas l'attention. Il marque son territoire. Sa seule présence impose le respect. Il n'a pas besoin de rugir, il n'a pas besoin de s'expliquer. Il y a quelque chose dans sa façon d'être qui communique la force, la clarté, le leadership. Tu as aussi cette capacité. La façon dont tu choisis de te présenter chaque jour enseigne au monde comment il doit s'approcher de toi. Parce que même si tu ne dis rien, ton image, ta posture et ta présence sont des messages constants que les autres interprètent sans que tu t'en rendes compte. Chaque fois que tu te présentes négligemment, tu ne dis pas que tu es fatigué ou que l'aspect physique ne t'intéresse pas. Tu dis que tu n'attends pas grand-chose de la journée, qu'il n'est pas nécessaire de te demander du respect. Ce n'est peut-être pas ton intention, mais c'est le message que tu projettes. Et cela se voit, on le ressent, parce que les gens répondent à l'énergie que tu émets, et ton image est l'un des canaux les plus puissants pour communiquer ton niveau de respect de toi-même. Ta présence parle avant tes mots. Si tu te prépares avec intention, si tu te montres avec dignité, tu établis une limite invisible que peu osent franchir, non pas par arrogance, mais par fermeté. Il ne s'agit pas de paraître inaccessible ou de feindre la sécurité. Il s'agit d'envoyer un signal clair. Ici, il y a quelqu'un qui se prend au sérieux, qui ne se propose pas à rabais, qui sait combien il vaut et n'a aucun problème à le montrer au monde sans le dire directement. Quand tu choisis chaque jour de soigner ton image, tu ne travailles pas seulement sur ton estime de toi. Tu construis ton territoire émotionnel. Tu marques l'espace à partir duquel on peut te parler, te traiter, te regarder, et celui qui ne respecte pas cela se disqualifie lui-même. Parce que celui qui se présente avec présence attire aussi la présence. Et celui qui vibre en ordre filtre naturellement le chaos. Les personnes qui t'entourent n'observent pas seulement tes paroles. Ils observent tes détails, tes habitudes, ton énergie. Et s'ils détectent que tu te traites toi-même avec indifférence, ils apprendront à le faire aussi. Au contraire, s'ils voient que tu te soignes, que tu te respectes, que tu ne sors pas dans le monde en désordre, ils comprennent qu'il y a un niveau de conscience auquel ils doivent répondre s'ils veulent être près de toi. C'est l'enseignement le plus puissant. Montrer sans imposer. Enseigner sans parler. Tu n'es pas ici pour mendier la validation, ni pour supplier d'être traité avec respect. Tu es ici pour incarner ce respect de l'intérieur. Et cela se démontre par des décisions petites, mais cohérentes. Ton arrangement quotidien n'est pas une obligation. C'est un acte de leadership silencieux. Tu dis au monde, je ne suis pas une option improvisée, je suis une présence qui se maintient. De plus, ce que tu projettes n'enseigne pas seulement aux autres comment te traiter, cela éduque aussi ton futur moi. Parce que chaque jour que tu choisis de prendre soin de toi, tu sèmes une identité plus solide, plus claire, plus forte. Une identité qui te sera utile demain lorsque tu devras faire face à des défis, prendre des décisions ou filtrer des relations.
Ce n'est pas seulement une image, c'est une construction de qui tu es en train de devenir. Fais de ta présence ton bouclier, qu'elle parle pour toi avant tes mots, qu'elle protège ton énergie et élève ton standard. Tu n'as pas besoin d'attention, tu as besoin de cohérence. Et quand tu la construis jour après jour, ta seule façon d'être dans le monde devient une leçon. Et cette leçon laisse une trace, inspire le respect et filtre avec élégance ce qui n'a plus sa place près de toi. Vivre sans habitude claire, c'est comme ramer dans une mer agitée sans boussole ni destination. Chaque vague d'anxiété, chaque courant de distraction et chaque tempête de doute t'emporte où il veut, tandis que tu essaies à peine de rester à flot. Le curieux, c'est que beaucoup s'habituent à ce chaos, comme si survivre était suffisant. Mais ce n'est pas le cas. Tu es fait pour plus que résister. Tu es fait pour diriger ton propre voyage. Le stoïcisme n'est pas un vieux livre sur une étagère poussiéreuse, ni une théorie qui sonne bien dans des phrases motivantes. C'est un outil tranchant, pratique et concret pour éliminer à la racine ce qui te vole de l'énergie, du temps et de la clarté. Ici, nous ne parlons pas de pensée magique, nous parlons de discipline, de petites actions cohérentes qui te permettent de reprendre le contrôle de ta vie. Car la véritable force n'est pas de contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais de gouverner ce qui se passe en toi. Chaque habitude que tu apprendras dans ce parcours n'est pas un conseil vide, mais un entraînement mental qui peut transformer des semaines d'anxiété en semaines de but. De la création de routines qui domptent le chaos, à l'apprentissage du lâcher-prise, de ce que tu ne peux pas contrôler, en passant par l'affrontement de l'inconfort, le fait de t'arrêter pour reprendre des forces et de recommencer sans abandonner. Il ne s'agit pas de vivre parfaitement, il s'agit de vivre avec clarté et fermeté. Reste jusqu'à la fin, car cette vidéo ne cherche pas à te divertir, elle cherche à te secouer. Elle te montrera 10 habitudes stoïciennes que n'importe qui peut appliquer pour cesser de survivre en automatique et commencer à évoluer avec caractère, discipline et un véritable but. La question est simple. Continueras-tu à flotter à la merci du chaos ou décideras-tu, une fois pour toutes, de prendre la barre de ta vie? 1. Crée une routine qui transforme le chaos en direction. Une journée sans routine claire est comme entrer dans une pièce sombre où tout est jeté au sol. Tu trébuches sur la première chose que tu trouves, tu heurtes des objets que tu ne vois pas et tu avances à l'aveuglette en espérant ne pas trop te blesser. Cette obscurité est le chaos d'un esprit sans ordre, et bien que tu essaies de bouger, tu finis toujours épuisé sans être arrivé nulle part. Il en va de même pour ta vie lorsque tu n'as pas de plan ni d'habitude qui marque la route. Tu réagis seulement au bruit extérieur, à l'impulsion du moment, et ce que tu obtiens à la fin de la journée est de la fatigue déguisée en activité. Le stoïcisme enseigne que l'ordre commence en soi. Il ne s'agit pas de contrôler ce que font les autres, mais d'établir un cadre solide qui te permet de rester calme, alors que tout change autour de toi. La routine n'est pas monotonie, c'est direction. C'est la boussole qui empêche l'anxiété et l'improvisation de s'emparer de ton énergie. Beaucoup pensent que les routines tuent la liberté, mais en réalité, elles la renforcent. Quand tu sais quoi faire en te réveillant, comment organiser tes priorités et où diriger ton effort, tu cesses d'être l'esclave du hasard. La clarté devient ton allié et le temps cesse de t'échapper entre les mains. L'habitude de créer une routine ne signifie pas remplir ton agenda de tâches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace pour respirer. Cela signifie choisir consciemment quelle bataille mérite ton attention. Imagine commencer la journée avec un plan qui inclut un espace pour ordonner ton esprit, un autre pour travailler avec concentration et aussi des moments pour t'arrêter et récupérer de l'énergie. Cette structure ne te limite pas, elle te libère, car elle élimine l'incertitude et te rappelle ce qui est essentiel. Marc Aurèle le disait clairement. La vie de chaque homme est tissée par ses pensées. Une routine consciente t'oblige à choisir quelles pensées vont gouverner ta journée et lesquelles ne méritent pas d'entrer dans la salle de contrôle. Quand tu n'as pas de routine, n'importe quelle distraction t'emporte.
Tu vérifies ton téléphone pendant 5 minutes et tu finis par perdre 1 heure. Tu te proposes d'avancer dans une tâche et tu finis par sauter d'une chose à l'autre jusqu'à ce que tu aies l'impression de n'avoir rien accompli. En revanche, avec un plan clair, chaque minute a sa place, et cette discipline transforme le sentiment de vide en direction. La fatigue ne disparaît pas, mais au moins maintenant, elle a un sens, parce que tu l'investis dans ce qui compte vraiment pour toi. Et cette différence est ce qui sépare celui qui évolue de celui qui stagne. Créer une routine stoïcienne est comme entraîner le corps pour la bataille. Tu commences par des pas simples, mais chaque répétition renforce ton caractère. Te lever tôt sans dépendre de la motivation, prioriser l'important sur l'urgent, consacrer du temps à la réflexion quotidienne et terminer la journée en évaluant tes actions sont de petits actes qui, ensemble, génèrent du pouvoir. N'attends pas un changement immédiat, car la discipline ne pousse pas en un jour. Mais si tu restes ferme chaque semaine, tu sentiras comment le bruit mental diminue et ta direction devient plus claire. La routine n'est pas une punition, c'est un acte de respect envers toi-même. C'est montrer que ton temps vaut trop pour être donné au désordre. Lorsque tu décides de structurer tes journées, tu ne construis pas seulement des habitudes, tu construis aussi du caractère. Et le caractère est ce qui te soutiendra lorsque tout autour de toi semblera incertain. Souviens-toi de ceci. Le chaos existera toujours, mais celui qui a une routine consciente ne s'y noie pas. Il l'utilise comme carburant pour continuer à avancer. 2. Lâche ce que tu ne contrôles pas et gagne en sérénité. S'accrocher à ce que tu ne peux pas contrôler est comme essayer d'arrêter la pluie avec tes mains. Plus tu les ouvres, plus l'eau s'écoule rapidement entre tes doigts, et tout ce que tu réussis à faire, c'est de finir trempé, épuisé et frustré. La vie est pleine de tempêtes qui ne dépendent pas de toi. Les décisions des autres, les changements soudains, les injustices que tu ne peux pas corriger, les mots que quelqu'un a dit sans réfléchir. Si tu essaies de lutter contre tout cela, ton énergie est gaspillée dans une bataille que tu ne pourras jamais gagner. Le stoïcisme enseigne que la sérénité ne vient pas de la domination du monde extérieur, mais de la reconnaissance de là où se termine ton pouvoir et où commence l'inévitable. Chaque fois que tu te préoccupes de ce que quelqu'un pense de toi, tu cèdes ta paix. Chaque fois que tu te disputes avec une situation qui est déjà passée et que tu ne peux pas changer, tu donnes ton temps. Chaque fois que tu veux forcer les autres à agir comme tu le ferais, tu tombes dans le piège de la frustration. La différence entre celui qui vit lié à l'anxiété et celui qui vit avec calme est à ce point. L'un gaspille sa vie à se battre avec l'incontrôlable, l'autre décide de se concentrer sur ce qui dépend de lui. Lâcher prise ne signifie pas se rendre ni devenir indifférent. Cela signifie apprendre à mettre les charges à leur place. Tu ne contrôles pas ce que font les autres, mais tu contrôles la façon dont tu réponds. Tu ne peux pas empêcher les problèmes de surgir, mais tu peux choisir de réagir avec désespoir ou avec stratégie. Celui qui lâche ce qu'il ne contrôle pas gagne en sérénité, parce qu'il ne se fatigue pas dans des batailles qui ne sont pas les siennes. Au contraire, il utilise cette énergie pour construire ce qui est en son pouvoir. Pense à combien d'heures tu perds à tourner en rond dans des scénarios imaginaires. Tu te préoccupes de ce qui pourrait arriver demain, de ce qui aurait pu être différent hier, de la façon dont les autres vont agir. C'est une prison invisible. Quand tu arrêtes de porter ce fardeau, tu ressens un véritable soulagement. Ce n'est pas que les problèmes disparaissent, c'est que tu ne les amplifies plus. Tu commences à comprendre que la vie n'a pas besoin de ton approbation pour avancer, et que la seule chose qui compte vraiment est la façon dont tu décides d'agir dans le présent. Le détachement face à l'incontrôlable n'est pas de la froideur, c'est de l'intelligence émotionnelle. Celui qui sait lâcher prise se protège de l'anxiété qui détruit tant de gens. Si quelqu'un te trahit, son choix n'est pas sous ton contrôle, mais ta décision de continuer avec dignité l'est. Si le destin change brusquement, ce n'est pas à toi de freiner le virage, mais c'est à toi de marcher dans la nouvelle direction sans te briser. Les stoïciens appelaient cela la dichotomie du contrôle, une boussole interne qui te rappelle constamment où concentrer ta force et où simplement accepter.
La sérénité arrive lorsque tu arrêtes de t'épuiser dans des conversations interminables avec l'impossible. Tu ne peux pas arrêter le temps, tu ne peux pas empêcher les autres de faire des erreurs, tu ne peux pas contrôler l'opinion de tout le monde, mais tu peux construire la discipline, le caractère et la clarté en toi. Et en le faisant, chaque situation externe cesse d'être un ennemi et devient un test de ta force. Celui qui ne sait pas lâcher prise se noie dans la colère, le désespoir et la paralysie. Celui qui apprend à lâcher prise devient maître de lui-même. Il ne s'agit pas de se résigner, il s'agit de résister avec sagesse. Parce qu'au final, ce que tu ne contrôles pas n'a jamais été à toi, mais ta réaction, ton attitude et ton chemin le seront toujours. C'est là ta véritable liberté. 3. Fais le premier pas et transforme l'action en progrès. Une pensée sans action est comme une voiture avec le réservoir plein, le moteur allumé et le frein à main serrée. Tu as l'énergie, tu as la direction, mais tu ne bouges pas d'un centimètre. Et pendant que tu restes immobile, le temps continue de s'écouler, les chemins changent et les opportunités qui auraient pu s'ouvrir se perdent dans le rétroviseur. C'est ainsi que fonctionne la vie lorsque tu passes trop de temps à planifier, à rêver ou à attendre le moment parfait. Le premier pas, aussi petit soit-il, vaut toujours plus que le plan le plus brillant qui ne se réalise jamais. Le stoïcisme enseigne que l'action est la réponse la plus puissante contre l'inertie et l'anxiété. Les grands obstacles ne sont pas renversés d'un seul coup, ils sont usés par des pas fermes, l'un après l'autre. Cependant, la plupart restent pris au piège de la procrastination, croyant qu'ils ont besoin de plus de motivation, de plus de signes, de plus de préparation. La vérité est autre. Le progrès n'apparaît pas en attendant l'état émotionnel idéal. Il apparaît lorsque tu décides de bouger, même sans envie, lorsque tu fais le premier pas, même si l'incertitude pèse sur tes épaules. Faire le premier pas, c'est déclarer la guerre à la peur. Chaque fois que tu avances, même un peu, tu envoies un message clair à ton esprit. Je ne suis pas prisonnier de mes doutes. Ce geste brise la paralysie et transforme l'énergie contenue en direction. Celui qui bouge gagne en clarté, car le chemin ne se révèle pas pendant que tu y penses, mais pendant que tu le parcours. Attendre d'avoir toutes les réponses avant d'agir, c'est te condamner à l'immobilité. Le monde n'attend pas, et tes opportunités non plus. Le premier pas a un pouvoir symbolique que peu reconnaissent. Peu importe qu'il s'agisse d'écrire la première ligne d'un projet, de lever la main pour parler, de commencer une routine d'exercice ou d'oser apprendre quelque chose de nouveau. L'essentiel n'est pas de le faire parfaitement, l'essentiel est de le faire. Parce que ce petit acte crée un effet domino qui change la perception de toi-même. Tu cesses d'être quelqu'un qui réfléchit à tout et tu deviens quelqu'un qui agit. Cette différence, bien qu'elle semble minime, construit la confiance qui te permettra plus tard de relever des défis plus grands. Les stoïciens savaient que l'action immédiate est la seule façon de faire face à l'incertitude. Marc Aurèle rappelait que la vie est faite de moments présents et le présent exige toujours une décision, avancer ou rester paralysé. L'action est la façon la plus pratique de montrer que tu maîtrises ton esprit, que tu n'attends pas que les circonstances extérieures dictent ton destin. Affronter la journée avec une étape concrète est un acte de rébellion contre la passivité qui entraîne la majorité. L'inertie est confortable, mais c'est aussi la prison la plus dangereuse. Celui qui attend trop se convainc qu'il n'est pas encore prêt, qu'il y aura un meilleur moment, qu'il a besoin de plus de garanties. Mais ces excuses ne font qu'allonger la paralysie et augmenter le poids de la culpabilité. En revanche, celui qui agit découvre qu'il n'a pas besoin de certitude absolue, seulement de la détermination de commencer. Le progrès ne vient pas du désir, il vient du mouvement. Le premier pas est l'étincelle qui allume la transformation. Peu importe à quel point il semble petit, car il ouvre un chemin qui n'existait pas auparavant. Le reste des pas se construit sur cette première décision courageuse. Et lorsque tu regarderas en arrière, tu remarqueras que le progrès n'est pas né de la perfection, mais de la constance. Souviens-toi de ceci, l'action imparfaite vaincra toujours le plan parfait qui ne commence jamais. 4.
Pratique le détachement et ouvre de l'espace pour le nouveau. S'accrocher à ce qui a déjà accompli son cycle, c'est comme porter un sac à dos plein de vieilles pierres. Peu importe combien tu avances, chaque pas devient plus lourd et épuisant. Souvent, ce n'est pas le manque d'opportunités qui te retient, mais l'incapacité de lâcher ce qui n'a plus de place dans ta vie. Le détachement ne signifie pas froideur ou indifférence. Il signifie reconnaître avec courage que tout ne mérite pas de rester avec toi pour toujours. Le stoïcisme enseigne que l'une des principales causes de la souffrance est l'attachement excessif à ce qui change. Et tout dans la vie change. Les personnes, les situations, les étapes, les émotions, même les versions de nous-mêmes qui ont fonctionné un jour, finissent par perdre leur sens. Le problème est que la plupart préfèrent s'accrocher à ce qui est connu, même si cela fait mal, plutôt que de s'ouvrir à ce qui est nouveau, même si cela libère. Cette résistance au changement transforme la vie en une lutte constante contre l'inévitable. Pratiquer le détachement, c'est ouvrir de l'espace. C'est dire à ton esprit que tu n'as pas besoin de remplir chaque coin avec l'ancien juste par peur du vide. Car c'est dans cet espace libre que peut entrer le nouveau. Nouvelles idées, nouvelles relations, nouvelles forces. Si tu y réfléchis bien, l'arbre qui ne lâche pas ses feuilles sèches n'aura jamais de place pour que les nouvelles poussent. Il en va de même pour toi. Chaque fois que tu t'accroches à quelque chose qui ne te sert plus, tu empêches ta vie de fleurir. L'attachement naît de la peur, peur de la solitude, peur du changement, peur de perdre une partie de ce que tu crois être. Mais ce qui est curieux, c'est que ce que tu es vraiment ne se perd jamais. Ce que tu laisses derrière toi, ce sont des couches, des déguisements, des étapes. Lâcher ne détruit pas ton identité, il la révèle. Chaque fois que tu renonces à quelque chose qui ne te correspond plus, tu renforces ton caractère et confirmes que ta valeur ne dépend pas des possessions ni des liens qui se sont usés. Le détachement ne se limite pas aux objets ou aux personnes. Il inclut aussi les pensées et les émotions. Garder rancune, revivre des erreurs passées ou vouloir revivre une gloire ancienne sont des formes d'attachement qui drainent l'énergie. Le stoïcien sait que rien ne peut le chaîner plus que son propre esprit, et c'est pourquoi il s'entraîne à lâcher prise. Non pas pour oublier, mais pour libérer. Le passé remplit sa fonction de leçon, mais pas de condamnation. Quand tu apprends à lâcher, tu découvres que la légèreté est un pouvoir. Tu ne marches plus courbé sous le poids de ce qui te pèse. Tu avances droit, prêt à recevoir ce qui vient. Et même si le nouveau n'est pas toujours immédiat, la simple décision de vider l'ancien transforme déjà ton chemin. Parce que celui qui ose lâcher prise démontre sa confiance en lui-même et en la vie. Et cette confiance est la graine de toute croissance. Le détachement est un art, et comme tout art, il nécessite de la pratique. Tu n'y arriveras pas du jour au lendemain, mais chaque petit geste compte. Lâche ce qui ne s'ajoute pas, et tu verras comment l'espace vide n'est pas une perte, c'est une opportunité. Parce que seul celui qui ose lâcher peut recevoir ce qui attend en silence pour arriver au moment opportun. 5. Faites des pauses conscientes pour retrouver force et clarté. Une épée qui n'est jamais aiguisée finit par perdre son tranchant, aussi fort soit l'acier. Il en va de même pour l'esprit et le corps lorsqu'ils ne s'arrêtent jamais, lorsque tout est précipitation, occupation et mouvement incessant. Nous vivons dans un monde qui glorifie la productivité constante, comme si s'arrêter était un signe de faiblesse. Cependant, il n'y a pas de plus grande sagesse que de reconnaître le pouvoir des pauses, car c'est en elles que l'on retrouve la force, que l'on ordonne l'esprit, et que l'on trouve la clarté qui se perd au milieu du bruit. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne sommes pas des machines conçues pour fonctionner sans arrêt. Nous sommes des êtres qui ont besoin d'espace pour réfléchir, pour respirer, pour observer calmement ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations pour se rappeler à lui-même que même l'empereur le plus occupé avait besoin de moments de retraite intérieure. Les pauses conscientes ne sont pas une perte de temps, elles sont un investissement. En elles, votre esprit assimile ce qu'il a appris, votre corps se répare et votre esprit se reconnecte à l'essentiel.
La plupart tombent dans le piège de confondre l'activité avec le progrès. Ils passent la journée occupés, courant d'une tâche à l'autre, répondant à des messages, éteignant des incendies, et à la fin de la journée, ils se sentent vides. Pourquoi ? Parce qu'ils ne se sont jamais accordé un instant pour s'arrêter et se demander si ce qu'ils faisaient les rapprochait vraiment de ce qu'ils voulaient atteindre. Une pause consciente rompt ce cycle. Elle vous oblige à arrêter l'inertie et à regarder clairement si vous avancez ou si vous tournez simplement en rond. L'habitude de s'arrêter ne nécessite pas des heures, quelques minutes suffisent. Une respiration profonde avant de réagir dans une discussion. Une courte promenade sans téléphone pour ordonner ses pensées, quelques instants au début de la journée pour écrire ce qui compte vraiment. Chaque petite pause est un rappel que vous avez le contrôle sur votre esprit et non l'inverse. C'est dans ces moments que se révèlent les solutions que la précipitation cache, que surgissent des idées que vous n'auriez pas vues au milieu du chaos et que vous retrouvez de l'énergie pour continuer avec détermination. Ce qui est curieux, c'est que beaucoup craignent le silence parce qu'ils pensent qu'il est vide, alors qu'en réalité, c'est un espace fertile. Le silence ne vous enlève rien. Il vous rend tout ce que vous aviez perdu au milieu du bruit. Concentration, calme, but. Celui qui apprend à s'arrêter au milieu de la tempête ne se paralyse pas. Au contraire, il se renforce. Parce qu'une pause consciente n'est pas une fuite, c'est une stratégie. C'est comme le guerrier qui recule d'un pas, non par peur, mais pour mieux se positionner et attaquer avec précision. Si vous voulez de la clarté et une véritable discipline, apprenez à écouter ce que vos pauses ont à vous dire. Vous découvrirez peut-être que vous devez ajuster votre cap, que vous devez abandonner des tâches inutiles ou que ce qui vous épuise n'est pas la quantité de travail, mais la manière dont vous l'affrontez. Cette découverte n'apparaît que lorsque vous arrêtez de courir et vous vous donnez la permission d'observer. La vie ne consiste pas à avancer sans arrêt, mais à avancer avec un sens. Et ce sens ne reste vivant que si vous apprenez à vous arrêter, à respirer et à retrouver votre force. N'ayez pas peur des pauses, car elles ne vous éloignent pas de votre objectif. Elles vous préparent à l'atteindre avec plus de clarté. Celui qui prend un instant pour aiguiser son épée sera toujours plus près que celui qui se lance dans la bataille avec le tranchant usé. Et votre esprit, comme l'acier, a besoin d'être soigné pour continuer à trancher avec force le chaos qui tente de gouverner votre vie entière. 6. Affronte l'inconfort et forge ton caractère. Une graine ne devient jamais un arbre si elle reste confortablement dans la terre douce. Pour grandir, elle doit traverser l'obscurité, briser sa propre coquille et pousser contre la résistance du sol jusqu'à atteindre la lumière. Cet inconfort est le prix inévitable de la croissance. Il en va de même pour toi. Tant que tu évites l'inconfort, tu resteras petit, coincé dans le sûr, sans expérimenter la force qui ne s'éveille qu'en difficulté. La plupart des gens fuient ce qui les met mal à l'aise. Ils s'accrochent à la routine facile, à ce qu'ils connaissent, à ce qui ne demande pas trop d'efforts. Mais cette voie ne mène qu'à la faiblesse. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas aspirer à une vie de caractère ferme si tu cherches toujours refuge dans le confort. Le caractère ne se construit pas dans les jours doux, mais dans les épreuves qui ébranlent tes certitudes. Un corps qui ne s'expose jamais à l'effort s'atrophie, et un esprit qui n'affronte jamais de défis devient fragile. L'inconfort est un maître exigeant, mais juste. Lorsque tu choisis de l'affronter, il te montre ce que tu es capable de supporter et ce que tu as encore besoin de renforcer. C'est dans les conversations difficiles que tu apprends à exprimer ta vérité avec fermeté. C'est dans les tâches qui semblent impossibles que tu découvres que ta résistance est plus grande que tu ne le pensais. C'est dans les moments où la vie te pousse à la limite que tu découvres la trempe que tu ne connaissais pas. Éviter ces situations, c'est renoncer à ton propre pouvoir. Les stoïciens pratiquaient des exercices d'inconfort comme entraînement volontaire, dormir sur le sol, supporter le froid, manger simplement. Ils ne le faisaient pas par masochisme, mais pour se rappeler qu'ils pouvaient vivre avec moins, que leur force ne dépendait pas des luxes et que l'inconfort était une salle de sport pour l'âme.
En s'exposant à la difficulté, il se libérait de la peur de perdre. Car celui qui a déjà affronté l'inconfort avec dignité ne se plie pas facilement face à l'adversité. Aujourd'hui, ton inconfort peut ne pas être de dormir sur le sol, mais il peut être de te lever plus tôt, d'arrêter de procrastiner, d'affronter cette conversation en suspens, ou d'oser changer ce que tu sais qui ne fonctionne plus. Chaque fois que tu choisis la facilité, tu t'éloignes de ta meilleure version. Chaque fois que tu choisis l'inconfort avec courage, ton caractère se forge un peu plus. L'inconfort est la forge où se trempe l'acier de ta volonté. Ne confonds pas le confort avec la paix. La paix naît de la cohérence interne. Le confort naît de la peur de faire des efforts. L'un te renforce, l'autre te affaiblit. Celui qui fuit l'inconfort devient esclave de l'excuse, justifiant toujours pourquoi il ne progresse pas. Celui qui l'affronte devient maître de sa vie, parce qu'il comprend que la douleur de l'effort est temporaire, mais que la force acquise reste. Affronter l'inconfort ne signifie pas chercher une souffrance inutile. Cela signifie ne pas fuir ce que tu sais que tu dois faire. C'est assumer que la difficulté fait partie du processus et que le caractère se construit à chaque défi relevé. Si tu veux arrêter de vivre petit, apprends à regarder en face ce qui te met mal à l'aise et à avancer même avec peur. Car seul celui qui ose traverser la terre dure, comme la graine, réussit à grandir vers la lumière avec des racines solides et un caractère indestructible. 7. Protège ton temps en disant non fermement. Ton temps est comme une rivière qui coule sans s'arrêter. Tu peux utiliser ces eaux pour nourrir ta terre, pour faire tourner des moulins, pour donner vie à ce qui compte, mais si tu laisses n'importe qui la détourner avec ses mains, tu découvriras bientôt que ton lit se dessèche et ce qui était autrefois une force devient épuisement. C'est la réalité. Tu ne perds pas la vie dans de grandes catastrophes, tu la perds dans de petites fuites, en disant oui à ce que tu ne veux pas, en offrant des heures à des engagements qui n'apportent rien. Le temps ne revient pas, et celui qui ne le protège pas, le jette comme s'il était des ordures, alors qu'en vérité, c'est son trésor le plus sacré. Le stoïcisme enseigne que la plus grande richesse n'est ni l'or ni les biens matériels, mais le temps bien vécu. Sénèque le répétait clairement, la plupart des gens se soucient de garder leur argent, mais personne ne prend soin de son temps, alors que le temps est la seule chose qui ne pourra jamais être récupérée. Dire non n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de responsabilité. Chaque oui que tu donnes à ce qui n'ajoute pas est un non que tu donnes à ce qui compte vraiment. Et c'est là le piège. Tu penses que tu peux tout faire, que accepter des engagements te rend généreux, alors qu'en réalité, tout ce que tu fais est de te vider. Protéger ton temps exige de la fermeté, car il y aura toujours quelqu'un prêt à l'occuper si tu ne fixes pas de limites. Des amis qui appellent juste pour décharger leurs problèmes sans intention de t'écouter. Des personnes qui attendent que tu résolves ce qu'elles ont elles-mêmes évité. Des invitations qui semblent urgentes mais qui n'apportent rien à ton but. Et c'est là que tu dois te rappeler que chaque minute que tu cèdes sans conscience est une minute que tu voles à ta croissance, à ta paix, à ta vie. L'habitude de dire non est inconfortable, mais libératrice. Au début, tu te sentiras coupable parce qu'on nous a appris à plaire pour ne pas être rejeté. Mais cette culpabilité est un mirage. Tu ne trahis personne, tu honores ta propre existence. Le non conscient ne détruit pas les relations. Il révèle lesquelles sont authentiques. Les personnes qui te valorisent respecteront tes limites. Celles qui veulent juste profiter s'éloigneront. Et même si ça fait mal, ce nettoyage est nécessaire. Dire non fermement ne nécessite pas de crier ni de trop justifier. Il nécessite une clarté interne. Savoir ce que tu veux te donne la sécurité de rejeter ce qui ne convient pas. Un simple « je ne peux pas » dit avec sérénité est plus puissant que 1000 explications compliquées. Le respect commence par toi-même. Si tu ne valorises pas ton temps, personne d'autre ne le fera. Protéger ton temps ne signifie pas t'enfermer dans une bulle. Cela signifie choisir avec soin où et à qui tu l'investis. Cela signifie laisser de la place pour ce qui compte vraiment. Ta discipline, tes projets, ton repos, ta famille, ta croissance.
Chaque fois que tu dis non au bruit, tu dis oui à ton but. Et ce simple changement transforme la qualité de ta vie. Rappelle-toi ceci, ton temps est ta vie en mouvement. Chaque heure donnée est un morceau de toi qui ne reviendra pas. Si tu n'apprends pas à le protéger, tu finiras par regarder en arrière avec l'amère sensation d'avoir dépensé ton temps dans des choses qui n'en valaient jamais la peine. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaiera de te détourner de ton cours, rappelle-toi que ta rivière est sacrée. Et dis non avec la fermeté de celui qui sait que le temps est la richesse la plus précieuse qu'il possède. 8. Recommence toujours avec patience et constance. Un guerrier blessé dans la bataille ne reste pas au sol à compter ses cicatrices. Il se lève, se bande et retourne sur le champ avec plus de sagesse qu'avant. Il comprend que perdre une bataille ne signifie pas perdre la guerre, que chaque chute lui donne des informations précieuses pour affronter le prochain round avec plus de clarté. C'est ainsi que va la vie. Elle te mettra à genoux, encore et encore. Mais la différence entre celui qui reste vaincu et celui qui devient invincible réside dans la capacité de se relever et de recommencer. L'erreur commune est de croire que recommencer est un pas en arrière. En réalité, c'est avancer avec un autre regard. Chaque faux pas te dénude, te montre tes points faibles et te force à perfectionner ce que tu prenais pour acquis. Celui qui sait recommencer ne vit pas humilié par ses échecs, il vit renforcé par eux. Le stoïcisme nous rappelle que la seule chose véritablement immuable est notre volonté, et si nous la conservons intacte, tout le reste peut être reconstruit. La patience et la constance sont les deux armes qui soutiennent cette habitude. La patience pour résister à la frustration de ne pas voir de résultats immédiats et la constance pour répéter l'effort même lorsque la fatigue tente de te convaincre d'abandonner. Celui qui maîtrise ces deux vertus a déjà gagné la moitié du chemin, car le monde est plein de personnes qui commencent avec force mais qui abandonnent rapidement. Ils sont peu nombreux ceux qui ont le courage de continuer lorsque l'émotion initiale disparaît. Recommencer est aussi un acte d'humilité. Cela signifie reconnaître que ce qui a été tenté n'a pas fonctionné, qu'il faut ajuster le cap ou même effacer ce qui a été tracé et dessiner une nouvelle carte. Tout le monde ne supporte pas cette réalité, car l'orgueil préfère la paralysie plutôt que d'admettre qu'il faut recommencer. Mais celui qui y parvient comprend que chaque nouveau départ est une occasion de se réinventer. Tu n'es pas le même qui a échoué hier. Tu es quelqu'un de plus fort qui a appris dans le processus. Chaque nouveau départ est une déclaration de courage. C'est la façon de dire à la vie « tu peux me frapper, mais tu ne peux pas briser ma volonté ». Et c'est dans cette répétition silencieuse de se relever que réside la véritable victoire. Il n'y a pas de gloire à ne jamais tomber. La gloire est de ne pas permettre qu'aucune chute soit la fin. Cette persévérance façonne le caractère de ceux qui laissent une empreinte. Quand tu sens que tout s'est effondré, rappelle-toi du potier qui reprend l'argile encore et encore jusqu'à donner forme à l'œuvre définitive. Rappelle-toi du guerrier qui retourne au combat, non par orgueil aveugle, mais parce que sa mission est plus grande que ses blessures. Rappelle-toi que le temps n'attend pas. Et si tu as l'opportunité de recommencer, cela signifie que tu as encore la vie et la force pour le faire. Cette dernière habitude résume l'esprit de toutes les autres. Constance, discipline, résilience et clarté. Recommencer toujours, c'est accepter que le chemin ne sera jamais parfait, mais que tu auras toujours le pouvoir de le réécrire. C'est la marque de celui qui vit avec stoïcisme. Il ne se rend jamais. Il ne se brise jamais complètement, il devient toujours plus fort. Car la véritable fin n'arrive pas quand tu tombes, mais quand tu décides de ne pas te relever.